Un homme peut-il prédire la fin des rois alors qu'il n'a pu empêcher la mort de ses propres enfants? C'est la question qui hante les rues empuantinées de la France du XVIe siècle, où Michel de Nostredame, médecin de son état, lutte contre une peste noire qui ne fait aucune distinction entre le sang bleu et le sang commun. Chaque cadavre qu'il ne peut ranimer, chaque foyer qu'il voit dévasté est un échec personnel, une cicatrice sur son âme de guérisseur. Il a mis au point des remèdes, des pilules de rose qui, dit-on, ralentissent l'avancée du mal, mais la science de son temps n'est qu'une bougie vacillante dans une tempête de mort. Et le vent le plus cruel souffle sur sa propre maison. Sa femme Henriette et ses 2 jeunes enfants sont emportés par le fléau. Le médecin qui offrait l'espoir aux autres se retrouve seul, vide, brisé. Le savoir rationnel, la logique et l'observation, les piliers de son univers, se sont effondrés. Il n'a rien pu faire. Et c'est dans ce vide, dans cet abîme de désespoir, que naît le prophète. La France du XVIe siècle est un chaudron en ébullition. Les guerres de religion déchirent le royaume, catholiques et huguenots s'entretuent avec une ferveur macabre. La famine rôde, les complots de cour sont le pain quotidien de la noblesse. La peur est l'air que l'on respire. Dans ce climat de chaos et d'incertitude, l'avenir n'est plus une promesse, mais une menace. Et l'humanité, lorsqu'elle est terrifiée, ne se tourne pas vers la raison, mais vers les miracles. Michel de Nostredame, le médecin endeuillé, abandonne peu à peu ses potions pour se plonger dans des textes plus anciens, plus sombres. Il dévore les écrits des astrologues chaldéens, les oracles grecs, les prophètes bibliques. Il cherche un ordre caché derrière le désordre apparent du monde, une logique divine ou cosmique dans la souffrance humaine. Il se retire la nuit dans son cabinet, scrutant les astres, consultant ses livres, entrant, dit-on, dans de profondes transes au-dessus d'un trépied de bronze et d'un bol d'eau. Le médecin rationnel s'efface pour laisser place au mystique. Il change de nom, latinisant son patronyme pour devenir Nostradamus, un nom qui sonne comme une formule magique, un nom qui bientôt fera trembler l'Europe. Il commence par publier des almanachs, des prédictions annuelles mêlant conseils agricoles, prévisions météorologiques et quelques prophéties politiques prudentes et ambiguës. Le succès est immédiat. Dans une époque où la météo peut signifier la richesse ou la famine, où le sort d'une récolte décide de la paix ou de la guerre, ses écrits deviennent des best-sellers. Il se forge une réputation, devient une sorte de célébrité locale. Mais ses prédictions annuelles ne sont qu'un échauffement, un exercice de style. Le véritable travail, l'œuvre de sa vie, se prépare dans le secret de ses veilles nocturnes. Il commence à rédiger des vers plus audacieux, plus dangereux, regroupés en ensemble de cent qu'il nomme les centuries. Ses premiers quatrains sont d'une obscurité délibérée, un mélange de vieux français, de latin, de grec et de provençal, une syntaxe volontairement brisée. Est-ce le langage d'un homme en transe, touché par une inspiration divine, ou la ruse d'un intellectuel prudent qui sait que l'inquisition a l'oreille fine et le bûcher facile? L'hérésie est une accusation mortelle. Une prophétie trop claire qui ne se réalise pas mène au ridicule. Une prophétie trop claire qui se réalise peut mener à l'échafaud pour sorcellerie. L'ambiguïté est sa seule armure. Il parle de lions jeunes, de sang par les flots, de temples souillés, des images puissantes et vagues qui peuvent s'appliquer à 1000 situations. Pourtant, derrière le brouillard des mots, certains devinent des allusions à la maison royale des Valois, des avertissements voilés, des prédictions de troubles et de morts violentes. Il joue avec le feu et il le sait. Chaque vers est un pas de plus sur une corde raide tendue entre la gloire et la mort. La réputation sulfureuse du prophète de Salon de Provence se répand comme une traînée de poudre. On murmure son nom dans les tavernes et dans les palais. Ses quatrains circulent sous le manteau, recopiés à la main, interprétés à voix basse. Pour le peuple, il est un espoir, une voix qui donne un sens au chaos. Pour l'Église, il est un concurrent dangereux, un homme qui prétend déchiffrer le plan divin, un privilège réservé à Dieu seul. L'Inquisition le surveille de près, il est convoqué, interrogé, on l'accuse d'utiliser la magie noire, de pactiser avec le diable. Il doit fuir, se cacher, errer pendant des années à travers la France et l'Italie. Mais chaque persécution ne fait que renforcer sa légende. N'est-ce pas le lot de tous les vrais prophètes d'être rejetés et pourchassés?
la fuite devient une preuve de sa puissance. Il n'est plus simplement un astrologue de province, il devient un mythe vivant, un homme qui a lu dans le grand livre du temps. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'homme de science, le médecin qui prône l'hygiène, qui a combattu la peste avec courage et pragmatisme, qui dissèque les corps pour comprendre les mécanismes de la vie et de la mort. De l'autre, le voyant, l'occultiste qui passe ses nuits à invoquer les esprits des astres, qui écrit des vers énigmatiques que lui-même prétend parfois ne pas comprendre entièrement. Ces deux facettes cohabitent en lui dans une tension permanente. Était-il un charlatan qui a trouvé dans le mysticisme un moyen de surmonter son deuil et de gagner sa vie? Ou a-t-il réellement basculé, sa foi en la raison anéantie par la tragédie personnelle et le spectacle de la folie des hommes? Dans un siècle où Dieu se taisait, même les murmures d'un homme pouvaient passer pour sa voix, et la France, malade et divisée, était prête à écouter n'importe quelle voix qui promettait de révéler la fin du cauchemar. Ces prophéties deviennent de plus en plus précises, ou du moins perçues comme telles. Il annonce des sièges de villes, des trahisons, des alliances inattendues. Souvent, il se trompe. Ses prédictions de paix durable sont suivies de nouvelles guerres. Ses prophéties de bonne récolte coïncident avec des famines dévastatrices. Mais l'esprit humain est ainsi fait. Il oublie les échecs et ne retient que les succès, même les plus ténus. Un seul mot ambigu, une seule phrase qui semble, après coup, correspondre à un événement, suffit à valider tout le reste. C'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. On ne croit pas en Nostradamus parce qu'il dit vrai. On cherche la vérité dans ce qu'il dit parce qu'on a décidé de croire en lui. Il est le miroir des angoisses de son temps, et chacun y voit ce qu'il veut ou ce qu'il craint y trouver. La publication des premières centuries en 1555 est un événement majeur. Le livre est un succès de librairie instantané malgré son style presque impénétrable. Il est lu, débattu, disséqué dans toute l'Europe. Certains y voient l'œuvre d'un fou, d'autres celle d'un génie inspiré par Dieu, mais la plupart y voient une carte de l'avenir, une feuille de route pour les temps à venir. Et les plus puissants du royaume commencent à s'inquiéter. Car si un homme peut prédire la chute d'une ville, ne peut-il pas aussi prédire la chute d'un roi? La prophétie n'est plus une simple curiosité intellectuelle, elle devient une arme politique potentielle. Les rois craignaient ces prédictions, mais ils craignaient encore plus que ces prédictions ne tombent entre les mains de leurs ennemis. Le bruit de son nom et de son œuvre finit par atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. Il n'est plus seulement l'affaire des inquisiteurs ou des érudits. Son nom est chuchoté dans les couloirs du Louvre. La femme la plus puissante de France, la reine Catherine de Médicis, une Italienne superstitieuse, passionnée d'astrologie et d'occultisme, et surtout une mère terrifiée pour l'avenir de ses fils fragiles, entend parler de cet homme qui prétend lire l'avenir comme un livre ouvert. Elle est intriguée, méfiante, mais aussi pleine d'espoir. Pourrait-il être la clé pour protéger sa lignée ? Pourrait-il lui donner l'avantage dont elle a désespérément besoin pour naviguer dans les eaux infestées de requins de la politique française? L'invitation est envoyée, une convocation royale qui ressemble à la fois à une consécration et à une condamnation à mort. Nostradamus, le prophète de Salon, est appelé à paraître à la cour. C'est un voyage de plusieurs semaines, un long chemin vers le cœur du pouvoir, vers le danger absolu. Il quitte la relative sécurité de sa province pour se jeter dans la fosse aux lions. Il sait qu'un seul mot de travers, une seule prédiction qui déplairait à la reine ou à ses conseillers pourrait lui coûter la tête. Il n'est plus le médecin luttant contre la peste, mais un joueur s'apprêtant à miser sa vie sur l'échiquier politique du royaume. La question qui se pose est simple mais vertigineuse. Son génie, réel ou supposé, sera-t-il son salut ou sa perte ? Qu'est-ce qui a poussé cet homme brisé à défier ainsi le destin, le désespoir de celui qui n'a plus rien à perdre ou l'ambition démesurée de celui qui veut tout gagner? Faites votre choix et écrivez dans les commentaires guérisseur s'il était ému par sa douleur ou visionnaire s'il était guidé par son ambition. L'arrivée de Nostradamus à Paris en 1556 est un spectacle en soi. L'homme qui converse avec les étoiles, le confident supposé du destin, est un médecin de province d'âge mûr, fatigué par son voyage, vêtu sobrement. Il n'a rien du sorcier théâtral que la rumeur publique décrivait. Pourtant,
Son regard perçant et son calme olympien impressionnent la cour, ce nid de serpent où chaque sourire cache un poignard. Il est immédiatement conduit devant la reine, Catherine de Médicis. L'entrevue se déroule dans le secret de ses appartements privés. Ce n'est pas une conversation, c'est un duel psychologique. D'un côté, une reine et une mère rongées par l'angoisse, qui veut des réponses claires sur le futur de ses fils, les héritiers du trône. De l'autre, un prophète qui a fait de l'ambiguïté son art et sa survie. Il ne peut pas lui livrer des prédictions simples. C'est trop dangereux. Il parle donc par énigme, par allusion, citant ses propres quatrains, laissant la reine tirer ses propres conclusions. Catherine de Médicis est à la fois fascinée et frustrée. Elle est une femme de la Renaissance, partagée entre la foi catholique, un pragmatisme politique impitoyable et une profonde croyance dans les arts occultes. Elle a sa propre armée d'astrologues et de devins, mais aucun n'a l'aura de Nostradamus. Elle le teste, lui demande d'établir les horoscopes de ses enfants. Le prophète s'exécute, mais ses conclusions sont si vagues et si prudentes qu'elles ne peuvent ni le compromettre, ni rassurer complètement la reine. Il prédit de grands honneurs et de grands dangers, des règnes longs pour certains, tragiques pour d'autres. C'est un chef-d'œuvre de communication non engageante. Il donne à la reine juste assez de matière pour alimenter ses espoirs et ses peurs, tout en se gardant une porte de sortie pour chaque scénario possible. C'est là que réside son vrai talent. Il n'est pas un voyant, mais un maître de la psychologie humaine. La cour est un terrain de jeu mortel. Les factions rivales, les Guises ultra-catholiques et les Bourbons protestants se disputent l'influence sur le trône. L'arrivée de Nostradamus met le feu aux poudres. Pour les ennemis de la reine, il est un charlatan, un hérétique, un instrument du diable que cette Italienne superstitieuse a fait venir pour jeter des sorts. Pour ses partisans, il est un don de Dieu, un sage capable de guider la monarchie à travers les tempêtes. Nostradamus doit naviguer avec une prudence infinie. Il reçoit des visites secrètes de grands seigneurs, chacun essayant de lui soutirer une prophétie favorable à sa cause. Il est l'objet de menaces à peine voilées. Une prédiction mal interprétée pourrait déclencher une guerre civile. Son cabinet temporaire au Louvre devient le centre d'un réseau d'intrigues et d'espionnage. Il est l'homme le plus écouté et le plus menacé de France. La légende raconte un épisode particulièrement troublant qui a scellé la confiance de Catherine en Nostradamus. Dans une chambre reculée du château de Chaumont, la reine lui aurait demandé de lui montrer l'avenir de la dynastie des Valois. Nostradamus aurait alors fait apparaître un miroir magique. Un ange ou une figure éthérée aurait fait tourner le miroir. Pour chaque futur roi, le miroir aurait fait un tour complet pour chaque année de son règne. Pour son fils aîné, François II, le miroir n'aurait fait qu'un seul tour. Pour le second, Charles IX, 14 tours. Pour le troisième, Henri III, 15 tours. Puis serait apparu un lointain cousin, Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui aurait fait 22 tours, consolidant ainsi une nouvelle dynastie. La vision aurait été si précise et si terrifiante dans sa prédiction de la fin des Valois que la reine en serait sortie bouleversée. Cet épisode, probablement apocryphe, illustre parfaitement la nature de leur relation. Une reine désespérée prête à croire à l'incroyable et un prophète dont la réputation transforme chaque parole en oracle. Protégé mais aussi prisonnier de la reine, Nostradamus devient son conseiller de l'ombre. Il n'est plus seulement l'auteur des Centuries, il est l'interprète officiel de sa propre œuvre. Catherine le consulte avant chaque décision importante. Doit-elle signer un traité ? Déclarer une guerre, marier ses enfants, elle cherche la réponse dans les vers obscurs du prophète, ou plutôt dans l'interprétation qu'il veut bien lui en donner. C'est un jeu dangereux. Il doit rassurer la reine sans lui mentir effrontément, la guider sans prendre de responsabilité directe pour les conséquences de ses actes. Il est devenu le médecin de l'âme du royaume, administrant des placebos prophétiques à une nation malade de peur. Son influence est immense, mais totalement officieuse, ce qui le rend encore plus suspect aux yeux de ses nombreux ennemis. Les années passent. Nostradamus retourne finalement à Salon de Provence, riche et célèbre, mais toujours sous la protection vigilante et possessive de Catherine de Médicis. Ils entretiennent une correspondance régulière. La reine lui demande constamment de nouvelles prophéties, de nouvelles clarifications. Il continue de lui envoyer des quatrains, des présages, des avertissements. Il est devenu une sorte de service de renseignement surnaturel. Mais en réalité,
Ces prédictions sont souvent basées sur une analyse très fine de la situation politique, une connaissance profonde de l'histoire et une compréhension des ambitions des uns et des autres. Il habille ces déductions logiques du manteau de la prophétie. C'est un analyste politique de génie qui se fait passer pour un magicien. Le pouvoir de ces mots est tel qu'ils commencent à influencer les événements. Une prophétie de défaite peut saper le moral des troupes avant même la bataille. Une prédiction de trahison peut semer la méfiance et briser des alliances. Nostradamus n'est plus un simple observateur de l'avenir, il en devient un acteur. C'est le paradoxe ultime de sa carrière. Les gens croient tellement en ses prédictions qu'ils agissent de manière à les faire se réaliser. Les prophéties ne décrivent plus le futur, elles le créent. Cette prise de conscience a dû être à la fois exaltante et terrifiante pour cet homme qui avait commencé sa carrière en luttant contre un mal bien tangible, la peste. Il combattait désormais un mal bien plus insidieux, la peur humaine et sa crédulité sans bornes. La relation entre Nostradamus et Catherine de Médicis est le parfait exemple de la symbiose entre le pouvoir et l'occulte. La reine a besoin de lui pour légitimer ses décisions et calmer ses angoisses. Il a besoin d'elle pour sa protection et sa survie. C'est une alliance contre nature entre la puissance politique et la puissance supposée du destin. Mais cette alliance repose sur une ambiguïté fondamentale. La reine croit-elle vraiment en son don ou l'utilise-t-elle cyniquement comme un outil de gouvernance pour impressionner ses alliés et effrayer ses ennemis? Et lui, se croit-il vraiment prophète ou est-il un manipulateur de génie conscient de sa propre supercherie? La vérité se situe probablement entre les deux, dans cette zone grise où l'auto-persuasion se mêle à la lucidité. Le secret de sa survie à la cour, c'est sa capacité à ne jamais être pris en défaut. Ses prophéties sont des poèmes à clés, des énigmes à solutions multiples. Après chaque événement, il est facile de trouver un quatrain qui semble l'avoir prédit. Mais avant, c'est impossible. C'est un système infaillible. Il offre des avertissements, jamais des certitudes. Il suggère, il n'affirme pas. Il peint des fresques grandioses de l'avenir, mais les détails sont si flous que chacun peut y projeter ses propres couleurs. Les rois craignaient ses prédictions, mais ils craignaient encore plus que ces prédictions ne tombent entre les mains de leurs ennemis. C'est cette peur qui a été son meilleur garde du corps. Mais comment un homme seul, dans une petite ville de Provence, pouvait-il produire une œuvre d'une telle ampleur et d'une telle complexité ? Loin des fastes et des dangers du Louvre, se trouvait son véritable royaume, son laboratoire secret. Qu'est-ce qui se passait réellement la nuit dans le cabinet de travail de Nostradamus à Salon de Provence? Quel était le secret de fabrication de ces vers qui allaient hanter l'histoire pendant les 5 siècles suivants? C'est en quittant les intrigues de la cour pour entrer dans le silence de sa bibliothèque que l'on peut espérer percer le mystère du plus grand prophète de tous les temps. Que se passait-il donc la nuit dans cette maison de Salon de Provence qui est aujourd'hui un musée? La légende, encouragée par Nostradamus lui-même, parle de rituels ésotériques. Il décrit dans ses propres écrits comment il s'installait sur un trépied d'airain, au cœur du silence nocturne, une baguette à la main touchant les branches d'un rameau et prononçant des invocations. Une flamme ou une vision lui apparaîtrait alors dans l'eau d'un bol, lui dictant les événements futurs. Cette mise en scène, directement inspirée des oracles de la Grèce antique, était parfaite pour construire son mythe. Elle le plaçait dans la lignée des grands prophètes du passé et donnait à son travail un sceau de légitimité surnaturelle. Mais derrière cette façade mystique se cachait le travail acharné d'un érudit de la Renaissance. Le cabinet de Nostradamus n'était pas la caverne d'un sorcier, mais la bibliothèque d'un humaniste. Il était un lecteur vorace. Il possédait une collection impressionnante de livres pour l'époque. On y trouvait les grands historiens romains comme Tite-Live et Plutarque, des textes de philosophie naturelle, des traités de médecine et surtout des ouvrages d'histoire ancienne et de prophétie, comme le De Honesta Disciplina de Pierre Crinitus, une compilation de présages historiques, ou le Mirabilis Liber, un recueil de prophéties chrétiennes très populaire à son époque. Son secret n'était pas de regarder vers l'avenir, mais de recycler le passé. Il était convaincu, comme beaucoup d'intellectuels de son temps, que l'histoire est un éternel recommencement. En étudiant les cycles de guerre, de famine, de chute d'empire du passé, il pensait pouvoir deviner les contours du futur.
Sa méthode était un syncrétisme fascinant, un mélange de science et de superstition. L'astrologie était au cœur de son système. Pour lui, comme pour tous ses contemporains, l'astrologie était une science exacte, la mécanique céleste. Il passait des heures à dresser des cartes du ciel, à calculer les conjonctions de planètes, persuadé que les mouvements des astres influençaient le destin des hommes et des nations. Il combinait ensuite ses calculs astrologiques avec ses lectures historiques. Si une configuration planétaire particulière avait coïncidé dans le passé avec un grand incendie à Rome, il pouvait prédire qu'une configuration similaire à l'avenir provoquerait un événement comparable quelque part en Europe. C'était une méthode de projection historique habillée en prédiction divine. Analysons son langage unique. C'est la clé de tout le mystère. Il n'écrit pas en français clair et direct. Il utilise un mélange déroutant de vieux français, de mots latins, grecs, italiens et provençaux. Il use et abuse des anagrammes, des métaphores, des symboles obscurs. Les phrases sont courtes, la grammaire est souvent incorrecte, la ponctuation est quasi absente. Pourquoi ce style si alambiqué? La première raison, nous l'avons vu, est la prudence. C'était un camouflage génial pour échapper à l'Inquisition. Mais il y a une autre raison plus profonde. Ce langage poétique et brumeux est ce qui donne aux quatrains leur pouvoir intemporel. En évitant les noms, les dates et les lieux précis, il crée des vers universels. Un grand oiseau de proie peut désigner un avion de chasse au XXe siècle ou un chef de guerre au XVIe. Un feu tombant du ciel peut être une bombe atomique ou un météore. Le secret de l'immortalité n'était pas de prédire l'avenir, mais de le formuler de telle manière que chaque génération puisse s'y reconnaître. Le processus de création était probablement épuisant, une véritable course contre la montre. Nostradamus souffrait de la goutte et d'autres maux. Il sentait sa fin approcher, et il était obsédé par l'idée de laisser une trace, de terminer l'œuvre de sa vie. Il travaillait la nuit, non seulement pour le folklore mystique, mais aussi pour le calme et le silence, loin de l'agitation de sa famille et de ses patients. On peut l'imaginer à sa table, à la lueur d'une bougie, entouré de ses livres et de ses cartes astrologiques, cherchant frénétiquement dans l'histoire des parallèles pour les événements de son temps, puis les transposant en vers codés. C'était un travail de cryptographe, de poète et d'historien tout à la fois. Un thriller intellectuel mené par un homme seul face à l'immensité du temps. Certains chercheurs modernes ont avancé l'hypothèse qu'il utilisait des techniques pour altérer son état de conscience. Les invocations, la fixation d'une flamme ou de l'eau, combinées à la fatigue des longues nuits de travail, auraient pu l'induire dans un état de transe légère, favorisant l'intuition et l'association d'idées poétiques. D'autres suggèrent l'usage de plantes légèrement psychoactives, comme la noix de muscade à haute dose, connue pour ses effets hallucinogènes. Ces hypothèses sont invérifiables, mais elles soulignent une chose. Nostradamus n'était pas un simple compilateur. Il y avait une part de création intense, presque fiévreuse, dans son travail, une tentative de connecter son esprit à quelque chose de plus grand que lui, que ce soit l'inconscient collectif, la mémoire du monde ou simplement les profondeurs de sa propre imagination tourmentée. Il est important de démystifier l'image du prophète passif, recevant passivement des visions. Nostradamus était un créateur, un architecte du verbe. Il ne voyait pas l'avenir, il le construisait avec les briques du passé. Il était un maître du puzzle assemblant des morceaux d'histoire, des symboles astrologiques et des images poétiques pour créer un tableau qui, par son abstraction même, pouvait représenter n'importe quoi. Son génie n'est pas celui d'un voyant, mais celui d'un artiste de l'ambiguïté. Il a créé le texte prophétique ultime, un livre qui ne peut jamais avoir tort car il n'a jamais raison de manière univoque. Il est un test de Rorschach historique, où l'humanité projette ses angoisses depuis près de 500 ans. La publication des Century complète fut un acte de courage immense. Il savait que ce livre serait son testament, mais aussi une source potentielle de persécution sans fin pour sa famille après sa mort. C'est pourquoi il a rédigé des préfaces énigmatiques adressées à son fils César, où il prétend que ses prophéties s'étendent sur des milliers d'années jusqu'à la fin des temps. Il se présente comme un simple véhicule de la parole divine, se dédouanant de toute responsabilité. C'est une stratégie de défense brillante. Il se cache derrière Dieu, le seul auteur que même l'Inquisition ne pouvait pas mettre au bûcher.
Toutefois, dans ce vaste océan de vers vagues et de symboles interchangeables, se cachent quelques quatrains d'une précision troublante. Des vers qui semblent viser, avec la précision d'une flèche, un événement unique, une personne spécifique. Ces rares pépites de clarté apparente sont le véritable moteur de sa légende. La plupart de ses prédictions sont des nuages, où l'on peut voir toutes les formes possibles. Mais quelques-unes ressemblent à des éclairs, illuminant un instant précis de l'histoire avec une lumière crue et terrifiante. C'est l'une de ces exceptions qui allait bientôt faire basculer son destin et celui de la France. Parmi les centaines de quatrains qu'il avait écrits dans le secret de son cabinet, l'un d'eux le hantait probablement plus que les autres, le 35e de sa première centurie. Il était différent, plus direct, plus spécifique. Il ne parlait pas de concepts généraux comme la guerre ou la famine, mais d'un combat, d'une cage dorée, de yeux crevés et d'une mort cruelle. C'était une prophétie qui attendait son heure, une bombe à retardement littéraire tapie au milieu de son œuvre, prête à exploser à la face du monde et à sceller à jamais sa réputation. Elle visait le sommet de l'État, le roi lui-même. L'été 1559, Paris est en fête, le royaume de France célèbre une paix fraîchement signée avec ses ennemis héréditaires, les Habsbourg d'Espagne. Pour sceller cet accord, un double mariage royal est organisé. La fille du roi Henri II doit épouser le roi d'Espagne et sa sœur doit épouser le duc de Savoie. La capitale est en effervescence, les célébrations durent plusieurs jours. Le point culminant des festivités est un grand tournoi de chevalerie organisé près de l'actuelle place des Vosges. Le roi Henri II, un homme dans la force de l'âge, passionné par les joutes, décide de participer lui-même malgré les réticences de son épouse, Catherine de Médicis. La reine, dit-on, se sentait anxieuse, hantée par de mauvais présages et peut-être par les avertissements voilés de Nostradamus. Le quatrain 35 de la première centurie était là, imprimé depuis 4 ans déjà. Personne n'y prêtait vraiment attention. Il disait « Le lion, jeune le vieux, surmontera, en chambélique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crevera, de classe une, puis mourir, mort cruelle. » Des mots obscurs, poétiques, comme tant d'autres. Qui pouvait imaginer que ces quelques lignes allaient devenir le compte-rendu quasi-journalistique d'une tragédie nationale? Le tournoi se déroule à merveille. Le roi, portant ses couleurs et celles de sa maîtresse, Diane de Poitiers, brille par sa vaillance. Mais à la fin de la journée, il insiste pour jouter une dernière fois contre un jeune capitaine de sa garde écossaise, le comte de Montgomery. Le choc est brutal. Les deux lances se brisent, mais un éclat de la lance de Montgomery se relève et s'engouffre à travers la visière du aume du roi. Un aume doré, une cage d'or. L'éclat de bois traverse l'œil et pénètre profondément dans le cerveau. Le roi s'effondre, inconscient. La foule est frappée de stupeur, le silence se fait, lourd, angoissé. On transporte le monarque dans ses appartements au palais des Tournelles. Les meilleurs médecins du royaume, y compris le célèbre Ambroise Paré, se pressent à son chevet. Ils tentent tout ce qui est humainement possible. Ils vont même jusqu'à reproduire la blessure sur les têtes de 4 condamnés à mort, fraîchement décapités, pour mieux comprendre la trajectoire de l'éclat. Mais la blessure est trop grave. Pendant 10 jours, le roi agonise dans d'atroces souffrances. La cour est paralysée. Les intrigues commencent immédiatement. Qui va prendre le pouvoir? Catherine de Médicis, jusque-là reléguée au second plan par la maîtresse du roi, prend les rênes avec une détermination de fer. La France retient son souffle. Et c'est alors que quelqu'un se souvient du quatrain de Nostradamus. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Chaque mot de la prophétie est disséqué et semble soudain d'une clarté effrayante. Le lion jeune, Montgomery, surmonte le vieux, le roi Henri, de quelques années son aîné. En chambélique, le champ de bataille simulé du tournoi. Par singulier duel, un combat singulier. Dans cage d'or, le aume doré du roi. Les yeux lui crevera, la blessure fatale. De classe 1 a été interprétée de multiples façons, peut-être comme la réunion des 2 fragments de la lance en un seul point, ou les 2 blessures, à l'œil et au cerveau, et enfin, mourir, mort cruelle, les 10 jours d'agonie insupportables. Le 10 juillet 1559, Henri II meurt. La France est en deuil
est en état de choc. La prophétie est accomplie. Du jour au lendemain, Nostradamus n'est plus un astrologue controversé. Il devient le prophète, l'homme qui a vu la mort d'un roi dans les moindres détails, 4 ans avant qu'elle ne se produise. Sa renommée devient européenne, immense, quasi divine. Mais pour Nostradamus lui-même, cet événement est à la fois un triomphe et un fardeau terrible. Sa prédiction la plus célèbre est aussi la plus dangereuse. Avoir prédit la mort du roi, n'est-ce pas, d'une certaine manière, l'avoir souhaité. Les partisans des Guises, ennemis jurés de sa protectrice Catherine de Médicis, l'accusent de sorcellerie et de régicide par procuration magique. Il est plus célèbre que jamais, mais aussi plus en danger que jamais. Cet événement est le tournant décisif de la légende de Nostradamus. Il cimente sa réputation pour les siècles à venir. Avant la mort d'Henri II, les centuries étaient un texte ésotérique pour initiés. Après, elles deviennent une source de vérité incontestable pour des millions de gens. La prophétie réalisée agit comme une clé de validation pour toutes les autres. Si celle-ci était vraie, alors toutes les autres, même les plus obscures, doivent l'être aussi. C'est un biais de confirmation à une échelle monumentale. Une seule prophétie réussie peut effacer 1000 échecs, surtout si elle est scellée par le sang d'un roi. Dès lors, la perception de ces écrits change radicalement. Ils ne sont plus vus comme des poèmes ambigus, mais comme un code secret qu'il faut déchiffrer pour connaître l'avenir. Une véritable frénésie d'interprétation s'empare de l'Europe. Chaque prince, chaque général, chaque cardinal cherche son destin dans les pages des centuries. Le livre devient un outil de pouvoir, de propagande et de peur. On l'utilise pour justifier des guerres, pour accuser des ennemis, pour prédire la chute des dynasties. Nostradamus a peut-être écrit ces vers dans la solitude de son cabinet, mais ils appartiennent désormais au monde et le monde va les tordre, les manipuler et les réécrire au gré de ses propres drames. L'impact de cet événement sur Catherine de Médicis est profond. Son chagrin de veuve est mêlé à une forme de terreur sacrée. L'homme qu'elle protégeait lui avait annoncé son malheur. Sa confiance en lui devient absolue, presque addictive. Il devient son oracle personnel, son guide spirituel dans les ténèbres de la guerre civile qui s'annonce. La mort accidentelle de son mari a validé la puissance du prophète et par extension a renforcé la sienne. Elle est désormais la régente, la gardienne du destin du royaume, et elle a à ses côtés l'homme qui semble détenir les cartes de ce destin. La mort d'Henri II est l'apogée de la carrière de Nostradamus. Il meurt lui-même quelques années plus tard, en 1566, vénéré et craint. Il a laissé derrière lui une œuvre qui allait lui survivre de manière spectaculaire. Mais cette œuvre, une fois son auteur disparu, allait commencer une nouvelle une vie autonome et incontrôlable. Pendant près de 2 siècles, son nom sera connu des érudits, mais ses prophéties tomberont dans une relative léthargie. Le monde change, les lumières approchent, et la raison semble l'emporter sur la superstition. Mais le livre n'était pas mort, il dormait, attendant qu'une nouvelle ère de chaos, de sang et de fureur le réveille. Cette nouvelle ère arriva à la fin du XVIIIe siècle. La France, une fois de plus, était au bord du gouffre. La monarchie absolue, qui semblait éternelle, vacillait sur ses fondations. La colère du peuple grondait, nourrie par des années de famine, d'injustice et de dettes abyssales. Une révolution se préparait, une rupture si violente que personne ne pouvait en imaginer l'issue. Et dans ce climat de fièvre et d'incertitude, qui d'autre que Nostradamus pouvait-on invoquer pour donner un sens à l'impensable ? Un événement aussi cataclysmique que la Révolution française méritait bien une prophétie à sa hauteur. Cet événement spectaculaire vous semble-t-il être le fruit d'une prémonition surnaturelle ou d'une coïncidence incroyablement chanceuse ? Exprimez votre opinion dans les commentaires. Écrivez hasard si vous penchez pour la coïncidence ou destin si vous croyez à une véritable vision. Pendant près de 2 siècles, les Centuries de Nostradamus avaient pris la poussière sur les étagères des bibliothèques. L'âge de la raison, le siècle des Lumières, semblaient avoir relégué de telles superstitions au rang de curiosité médiévale. Voltaire et les encyclopédistes se moquaient de ces prophéties obscures.
Mais lorsque la Bastille est prise le 14 juillet 1789, la raison semble soudain bien fragile face à la passion déchaînée du peuple. La France bascule dans une ère de violence et d'incertitude radicale. Et dans ce chaos, le besoin de trouver un sens, une direction, une justification devient plus fort que jamais. C'est alors que les centuries sont exhumés et transformés en une arme de propagande redoutable. Soudain, tout le monde se met à lire Nostradamus. Les révolutionnaires comme les royalistes y trouvent de la confirmation de leurs propres croyances et la prédiction de la défaite de leurs ennemis. Le livre devient un best-seller. Des centaines de pamphlets, de brochures, de journaux populaires reproduisent des quatrains accompagnés d'interprétations qui servent leur cause. Un quatrain parle d'un grand trouble arrivant en 1792. Il devient la preuve irréfutable que la Révolution était écrite dans les étoiles. Un autre mentionne un Sénat tyrannique que les royalistes identifient immédiatement à la Convention nationale. La guerre n'est plus seulement dans les rues, elle fait rage dans les pages du vieux livre. La guillotine avait besoin d'une prophétie pour justifier sa fin. L'épisode le plus célèbre de cette guerre d'interprétation est celui de la fuite du roi Louis XVI à Varennes en juin 1791. Le roi et sa famille tentent de s'échapper de Paris, mais sont reconnus et arrêtés. Immédiatement, des dizaines de commentateurs exhument un quatrain qui parle d'un voyage nocturne, d'un monarque élu et d'une capture près de Varennes. Le mot Varennes n'est pas exactement dans le texte, mais une anagramme ou une approximation phonétique suffit à convaincre les esprits déjà échauffés. Pour les révolutionnaires, c'est la preuve que la trahison du roi était prédite et que sa destitution est donc légitime. Nostradamus, le prophète de la cour des Valois, devient à titre posthume un héros de la Révolution. Les figures les plus radicales de la Révolution, comme Robespierre, Marat ou Saint-Just, des hommes qui prônèrent le culte de la raison, n'hésitèrent pas à utiliser ces prophéties pour galvaniser leurs partisans. Ils comprenaient instinctivement que pour mener les masses, la logique ne suffit pas. Il faut un mythe, un récit, une croyance en un destin supérieur. Les quatrains de Nostradamus fournissaient ce supplément d'âme irrationnelle à leur projet politique radical. Ils justifiaient la terreur, la décapitation du roi et de la reine, présentés non pas comme des actes de barbarie, mais comme l'accomplissement inéluctable d'une ancienne prophétie. Le sang qui coulait sur la place de la Révolution était, en quelque sorte, béni par le vieux sage de Salon. De l'autre côté, les émigrés royalistes et les contre-révolutionnaires ne sont pas en reste. Eux aussi plongent dans les centuries pour y trouver l'annonce de la restauration de la monarchie et le châtiment des régicides. Ils interprètent les mêmes quatrains de manière diamétralement opposée. Le grand monarque, annoncé par Nostradamus, n'est pas un concept abstrait, c'est le futur Louis XVIII. Les temps de trouble ne sont qu'une parenthèse avant le retour à l'ordre ancien. Le livre devient un champ de bataille sémantique où chaque camp se bat pour le monopole de l'avenir. C'est la démonstration la plus éclatante de la plasticité du texte de Nostradamus. Il est une auberge espagnole où l'on ne trouve que ce que l'on y apporte. Cette utilisation politique massive change la nature même de la légende. Nostradamus n'est plus seulement un voyant, il est un acteur politique. Son livre est un programme, un manifeste. On ne le lit plus pour connaître l'avenir, mais pour le justifier. C'est un processus fascinant. Un texte écrit au XVIe siècle pour des raisons obscures, probablement pour éviter le bûcher, est réactivé 200 ans plus tard et devient le carburant idéologique de l'un des plus grands bouleversements de l'histoire. Cela montre comment une œuvre, une fois publiée, échappe totalement à son auteur et vit sa propre vie, au gré des passions et des besoins des générations futures. Les imprimeurs clandestins tournent à plein régime, diffusant des versions des centuries souvent tronquées, falsifiées, avec des quatrains inventés de toutes pièces pour servir la propagande du moment. On attribue à Nostradamus des prédictions sur Napoléon Bonaparte avant même qu'il ne soit connu sur la montée de tel ou tel général. La supercherie est partout, mais personne ne s'en soucie. L'important n'est pas l'authenticité du texte, mais son efficacité. Dans le bruit et la fureur de la Révolution, la vérité historique est une notion bien relative. Seule compte la vérité qui sert à mobiliser, à combattre et à tuer. L'ironie de l'histoire est cruelle. Michel de Nostredame,
le médecin humaniste qui a passé une partie de sa vie à soigner les malades et à soulager la souffrance, voit son nom associé au pire massacre de la terreur. Ces vers poétiques et ambigus sont devenus des slogans sanguinaires, des justifications pour la guillotine. Il voulait peut-être avertir les rois, mais il a fini par armer ceux qui les ont décapités. C'est une leçon sur le danger des mots et sur la facilité avec laquelle ils peuvent être détournés de leur sens originel pour servir les causes les plus sombres. La fièvre révolutionnaire finit par retomber, laissant la France exsangue et divisée. La terreur a dévoré ses propres enfants, Robespierre et les siens ont été guillotinés à leur tour. Le pays aspire à l'ordre, à la stabilité. Il a besoin d'un homme fort pour panser ses plaies et restaurer sa grandeur. Cet homme providentiel émerge des rangs de l'armée révolutionnaire. Il était jeune, ambitieux, charismatique, un génie militaire et un politicien hors pair. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. Et bien sûr, les interprètes de Nostradamus n'allaient pas manquer de trouver dans les Centuries l'annonce de son avènement spectaculaire. Le livre qui avait décapité un roi allait maintenant en couronner un autre, un empereur venu de nulle part. La révolution était terminée, mais le besoin de prophétie, lui, était intact. L'héritage de Nostradamus était prêt à servir un nouveau maître, un homme qui, bien que se réclamant des Lumières, comprenait mieux que personne la puissance des mythes et des symboles. Le prophète de la Renaissance allait devenir, bien malgré lui, le héros de l'empire napoléonien. L'ascension de Napoléon Bonaparte est fulgurante, presque surnaturelle. En quelques années, le jeune général corse, le petit caporal, devient premier consul, puis empereur des Français. Pour beaucoup, une telle trajectoire ne peut pas être le fruit du hasard ou du seul talent. Elle doit avoir été écrite, prédestinée. Et les Centuries de Nostradamus offrent un réservoir inépuisable de vers pour construire cette légende. Les propagandistes de l'Empire se plongent dans le livre et en extraient des quatrains qui semblent annoncer l'avènement de Napoléon avec une précision stupéfiante. On y trouve la mention d'un empereur qui naîtra près de l'Italie, une description parfaite pour un homme né en Corse. Un autre quatrain parle d'un homme de robe courte qui, par ses actions, deviendra un grand chef militaire. L'uniforme d'artilleur de Bonaparte correspondait à cette image. Ces prophéties, largement diffusées, contribuent à créer le mythe de l'homme providentiel, de l'élu du destin. Napoléon lui-même, homme pragmatique et produit des Lumières, est publiquement sceptique. Il se moque de ses superstitions. Mais en privé, il est trop fin politique pour ne pas comprendre leur utilité. Il laisse faire ses propagandistes, sachant que cette image d'homme prédestiné renforce son autorité et sa légitimité. Surtout auprès du peuple et de ses soldats. Il n'a pas besoin de croire en Nostradamus, il lui suffit que les autres y croient. C'est l'utilisation la plus cynique et la plus moderne des prophéties, non pas comme une source de vérité, mais comme un outil de communication politique. Mais l'arme est à double tranchant. Si les partisans de Napoléon trouvent, dans les Centuries, l'annonce de sa grandeur, ses ennemis, et ils sont nombreux en Europe, y trouvent de celle de sa chute. Les Anglais, les Russes, les Autrichiens, tous se lancent dans leur propre exégèse du texte. Ils découvrent des quatrains parlant d'un aigle qui ensanglantera l'Europe mais finira sa course vaincu. Ils dénichent des vers sur une campagne désastreuse loin à l'est, dans un pays de neige et de glace, une prédiction qui prendra un relief terrible après la campagne de Russie. D'autres quatrains mentionnent un exil sur une île. La légende de Nostradamus devient un enjeu de la guerre psychologique qui oppose la France napoléonienne au reste de l'Europe. Le point culminant de cette confrontation prophétique est la désastreuse campagne de Russie de 1812. L'invasion de l'immense empire du Tsar par la grande armée de Napoléon est un pari insensé. La prise de Moscou, incendiée par les Russes eux-mêmes, se transforme en piège mortel. La retraite dans le froid polaire de l'hiver russe est l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire. Pour les ennemis de Napoléon, c'est l'accomplissement littéral des prophéties de Nostradamus. Les pamphlets et les caricatures se multiplient, montrant l'empereur piégé par la prédiction du vieux sage français.
Cette propagande a un effet dévastateur sur le moral des troupes françaises et de leurs alliés et galvanise la coalition anti-napoléonienne. Napoléon est finalement vaincu. Il est exilé une première fois sur l'île d'Elbe, s'en échappe pour un retour spectaculaire de 100 jours avant d'être définitivement défait à Waterloo en 1815. Son destin s'achève, comme prédit par certains interprètes, sur une île lointaine et isolée de l'Atlantique, Sainte-Hélène. Pour les croyants, la boucle est bouclée. Le livre de Nostradamus avait tout dit. L'ascension, l'apogée et la chute. La légende napoléonienne et la légende de Nostradamus se sont nourries l'une de l'autre, créant un récit presque parfait de grandeur et de décadence où la volonté d'un homme semble se soumettre à la fatalité d'une prophétie vieille de 250 ans. L'ère napoléonienne illustre parfaitement le conflit entre la modernité et l'irrationnel. Napoléon est un modernisateur, il a créé le code civil, réformé l'administration, encouragé les sciences. Il est l'incarnation de l'homme nouveau qui forge son propre destin par la volonté et l'intelligence. Pourtant, son règne est nimbé d'une aura de mysticisme, largement alimentée par les vers de Nostradamus. C'est le choc entre le rationalisme qui prétend que l'homme est maître de son histoire et le mysticisme qui soutient que tout est écrit d'avance. Et l'histoire de Napoléon, avec sa grandeur quasi mythologique et sa chute tragique, semble donner raison aux deux. Après Napoléon, le 19e siècle, avec ses révolutions industrielles, ses progrès scientifiques et son positivisme triomphant, met de nouveau Nostradamus au second plan. On le lit, on le commente, mais il perd son statut d'acteur de l'histoire. Il redevient une curiosité littéraire. Il faut attendre le XXe siècle, avec ses deux guerres mondiales, ses génocides et ses totalitarismes, pour que la peur et l'irrationalité reviennent en force et que le vieux prophète soit de nouveau appelé à la rescousse. Et cette fois, son utilisation sera plus sinistre et plus systématique que jamais. Le XXe siècle s'ouvre sur des promesses de progrès infini, mais il accouche des pires barbaries de l'histoire de l'humanité. La Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la montée des fascismes. Le terrain est de nouveau fertile pour les prophètes de malheur. Et au cœur de l'Europe, en Allemagne, un homme et un parti politique vont comprendre mieux que personne comment exploiter les peurs ancestrales et les mythes les plus puissants pour conquérir le pouvoir et plonger le monde dans le chaos. Ils vont faire de Nostradamus, le vieux sage français, l'un des soldats de leur machine de propagande. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933, ils mettent en place une machine de propagande d'une efficacité terrifiante, dirigée par Joseph Goebbels. Ce dernier, cynique et brillant, comprend que pour contrôler les esprits, il faut non seulement contrôler l'information, mais aussi l'imaginaire, les mythes et les croyances. Dans le cadre de cette stratégie, il crée au sein de son ministère un département spécial chargé d'étudier l'occultisme, l'astrologie et les prophéties et de les mettre au service du Troisième Reich. Et leur plus belle trouvaille, leur trésor de guerre, est l'œuvre de Nostradamus. Leur attention se porte sur un quatrain particulier, le 24e de la 2e centurie. Il parle de bestes farouches de fin fleuve Traner et mentionne que plupart du chant rencontre Ister sera. Ce mot, Ister, est la clé. Il s'agit en réalité du nom latin du Danube. Mais sa ressemblance phonétique avec le nom d'Adolf Hitler est une aubaine trop belle pour être ignorée par les propagandistes nazis. Il déclare, avec un aplomb extraordinaire, que Nostradamus, 400 ans plus tôt, avait prédit l'arrivée du Führer. Ister et Hitler, le vieux prophète français cautionnait l'avènement du Troisième Reich. Cette interprétation devient un pilier de la propagande nazie, surtout à destination de l'étranger. À partir de 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, les services de Goebbels font imprimer des millions de brochures et de tracts basés sur cette prophétie. Ils y ajoutent d'autres quatrains, savamment sélectionnés et tordus, prédisant la destruction de l'Angleterre, la défaite de la France et la victoire inéluctable de l'Allemagne. Ces tracts y sont largués par avion au-dessus des lignes françaises et belges. Ils sont distribués par des agents dans les pays neutres. L'objectif est de créer la panique, le défaitisme, de saper le moral de l'ennemi. Si même le plus grand prophète de l'histoire a prédit la victoire d'Hitler, à quoi bon résister? L'opération est un succès retentissant. En France,
En mai-juin 1940, lors de l'invasion allemande, ces prophéties circulent partout et contribuent à l'effondrement moral du pays. La guerre psychologique menée par les nazis, utilisant Nostradamus comme une arme, a été d'une efficacité redoutable. Le vieux sage de salon est devenu, bien malgré lui, un collaborateur zélé du régime le plus barbare du XXe siècle. C'est sans doute le chapitre le plus sombre de l'histoire posthume de son œuvre, une perversion totale de son héritage. L'ambiguïté qui lui avait servi de bouclier contre l'Inquisition est devenue une porte ouverte à la manipulation la plus abjecte. Face à cette offensive de propagande, les Alliés sont d'abord désemparés, puis ils décident de combattre le feu par le feu. Les services de renseignement britanniques, le fameux MI6, ripostent en lançant leur propre opération de contre-propagande basée sur Nostradamus. Ils engagent des experts, des universitaires et même un astrologue allemand anti-nazi du nom de Louis de Wohl pour créer de faux quatrains de Nostradamus. Ces quatrains révélés prédisent, bien sûr, tout le contraire de la propagande nazie. La défaite de l'Allemagne, la mort d'Hitler, la destruction de Berlin. Ces fausses prophéties sont ensuite diffusées à travers l'Europe occupée via des tracts largués par la Royal Air Force et par des émissions de radio de la BBC. Une véritable bataille de prophètes s'engage dans le ciel et sur les ondes. Les deux camps se disputent l'héritage du vieil astrologue français, chacun affirmant être le seul interprète légitime de ces vers. C'est une situation surréaliste. En pleine guerre moderne, avec ses tanks, ses avions et ses radars, les services secrets les plus sophistiqués du monde se livrent une guerre en utilisant des poèmes obscurs du XVIe siècle. Cela montre à quel point, même au cœur de la rationalité technique du XXe siècle, la superstition et la croyance en la fatalité restent des leviers psychologiques extrêmement puissants, surtout en temps de crise extrême. L'histoire de Nostradamus pendant la Seconde Guerre mondiale est l'exemple ultime de la manipulation d'un texte. Le livre n'a plus aucune signification en soi. Il n'est qu'un récipient vide, un prétexte. Sa valeur ne vient pas de son contenu, mais de l'autorité quasi magique associée au nom de son auteur. En y apposant le sceau Nostradamus, Goebbels et les services secrets britanniques donnaient à leurs propres mensonges de propagande le poids d'un destin inéluctable. Ils ont transformé le mysticisme en une arme de destruction massive, non pas contre les corps, mais contre les esprits. Après la guerre, avec la défaite du nazisme, on aurait pu penser que cette utilisation cynique aurait définitivement discrédité Nostradamus. Il n'en fut rien. La guerre était finie, mais une nouvelle peur, encore plus grande, allait s'emparer du monde, la peur de l'apocalypse nucléaire. La guerre froide commençait, et l'humanité avait plus que jamais besoin de son prophète de malheur préféré pour mettre des mots sur ces nouvelles angoisses. Le soldat du Troisième Reich allait se recycler en prophète de l'âge atomique. La manipulation la plus cynique est-elle celle qui utilise la peur pour soumettre ou celle qui utilise l'espoir pour tromper? Partagez votre avis. Écrivez « peur » si la première option vous semble pire et « espoir » si vous estimez que la seconde est plus dangereuse. Le 6 août 1945, une nouvelle ère s'ouvre pour l'humanité. Une ère de terreur et de fascination. La bombe atomique qui anéantit Hiroshima, suivie 3 jours plus tard par celle de Nagasaki, change non seulement le cours de la guerre, mais aussi la perception que l'homme a de sa propre capacité de destruction. Pour la première fois de son histoire, il a les moyens de s'auto-anéantir. Cette peur existentielle, cette angoisse d'une apocalypse nucléaire instantanée va devenir le terreau d'une nouvelle vague de ferveur pour Nostradamus. Les interprètes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, se replongent dans les centuries et y trouvent, sans surprise, de quoi alimenter la paranoïa de l'âge atomique. Des quatrains parlant d'un grand feu tombant du ciel, de deux villes voisines mises à sac, ou d'une pluie de sang, de lait et de feu sont immédiatement associés au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. La description d'une peste si grande que le monde s'en trouvera diminué n'est plus interprétée comme une épidémie, mais comme les conséquences des retombées radioactives. Nostradamus est modernisé, mis à jour. Il n'est plus le prophète des guerres de religion ou des rois, il est le prophète de la fin du monde nucléaire. Ses vers deviennent la bande-son de la guerre froide. Chaque crise internationale est l'occasion de ressortir le vieux livre.
La crise des missiles de Cuba en octobre 1962, qui amène le monde au bord de la guerre nucléaire, est vécue par beaucoup comme l'accomplissement imminent des plus sombres prédictions de Nostradamus. Les ventes de ses livres explosent. Les journaux à grand tirage, les tabloïds, publient des éditions spéciales, comparant la situation politique aux quatrains les plus terrifiants. Nostradamus devient une figure de la culture de masse, un produit de consommation pour une société angoissée. Il n'est plus seulement lu par les érudits ou instrumentalisé par les gouvernements, il entre dans tous les foyers. Le 22 novembre 1963, un autre traumatisme secoue le monde. L'assassinat du président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy, à Dallas. L'événement est si brutal, si choquant, qu'il défie la compréhension rationnelle. Pour beaucoup, un tel drame ne peut pas être un simple accident de l'histoire. Il doit avoir été prédit. Et une fois de plus, on trouve ce que l'on cherche dans les Century. Un quatrain mentionne qu'un grand homme sera foudroyé en plein jour par un tir venu d'en haut et qu'un autre grand tombera la nuit. On y voit la description de l'assassinat de John Kennedy, suivi quelques années plus tard par celui de son frère, Robert. La connexion est ténue, l'interprétation est forcée, mais cela n'a aucune importance. Pour un public en état de choc, avide de sens, cela suffit. Cette période marque la commercialisation totale de la légende. Nostradamus devient un filon inépuisable pour les éditeurs, les producteurs de documentaires sensationnalistes, les astrologues de magazines. On lui fait prédire tout et n'importe quoi, les crashs d'avions, les tremblements de terre, les résultats des élections, la mort des célébrités. Son nom est une marque qui garantit le frisson à bon compte. Son œuvre, complexe et érudite, est réduite à une série de titres chocs. Le prophète de la Renaissance est devenu une attraction de fête foraine, un oracle de supermarché. C'est la rançon de la gloire. Pour devenir immensément populaire, son message a dû être simplifié, déformé, banalisé. L'arrivée de l'an 2000 et les peurs millénaristes qui l'accompagnent marquent un nouvel apogée de cette folie médiatique. Des centaines de livres et d'émissions annoncent la fin du monde pour le tournant du siècle, en s'appuyant sur un quatrain célèbre parlant du grand roi des frayeurs qui viendra du ciel en 1999 en 7 mois. La panique est savamment entretenue. Puis, le nouveau millénaire arrive et rien ne se passe. Cet échec spectaculaire, cette non-réalisation de la prophétie la plus médiatisée de l'histoire, aurait dû porter un coup fatal à la crédibilité de Nostradamus. Mais le mythe est plus résistant que les faits. Les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington relancent immédiatement la machine. Des quatrains parlant de deux grands rocs qui feront la guerre, d'une cité neuve et d'un ciel qui brûlera à 45 degrés sont interprétés comme une description des tours jumelles et de leur effondrement. L'événement, par son caractère apocalyptique et visuellement spectaculaire, semblait tout droit sorti d'une prophétie. Peu importe que ces interprétations soient apparues après les faits, jamais avant. La légende de Nostradamus fonctionne sur le principe de la postdiction, l'art d'expliquer ce qui est déjà arrivé. L'ère d'Internet et des réseaux sociaux a donné une nouvelle dimension à ce phénomène. Les interprétations, les fausses prophéties, les théories du complot se propagent à la vitesse de la lumière. Nostradamus est plus vivant que jamais, non pas dans les bibliothèques, mais sur les forums, les blogs et les chaînes YouTube. Il est devenu un mème, un symbole de la recherche de sens caché dans un monde de plus en plus complexe et anxiogène. La peur a changé de visage. Ce n'est plus la peste ou la guerre de religion, c'est le terrorisme, le changement climatique, la crise économique. Mais le remède proposé reste le même. Un vieux livre de poèmes obscurs écrit par un médecin du XVIe siècle. Mais tandis que cette armée de croyants et d'amateurs continue de chercher l'avenir dans ses vers, une autre armée, plus silencieuse mais tout aussi déterminée, s'est levée pour combattre le mythe. C'est l'armée des sceptiques, des historiens, des linguistes, des scientifiques qui ont décidé d'appliquer à l'œuvre de Nostradamus non pas la foi, mais la raison. Leur objectif, non pas interpréter les prophéties, mais les déconstruire. Un duel intellectuel s'engage alors, une bataille pour l'héritage du prophète.
Alors que le grand public continue de consommer les prophéties de Nostradamus comme des horoscopes, le monde académique et les cercles sceptiques ont entrepris un travail de démystification méthodique. L'avènement de l'informatique, loin de confirmer les thèses des croyants, a fourni des outils puissants pour analyser le texte de manière objective. Des linguistes ont passé les centuries au crible de l'analyse statistique et sémantique. Leurs conclusions sont sans appel. Le langage de Nostradamus n'est pas un code divin, mais un collage virtuose. Il a massivement puisé dans des sources historiques et des recueils de prophéties de son époque, reformulant des événements passés pour leur donner l'apparence de prédictions futures. Son style unique, ce mélange de langues et cette syntaxe éclatée n'est pas le fruit d'une transe, mais un procédé littéraire délibéré visant à créer un maximum d'ambiguïté. L'un des plus grands pourfendeurs du mythe fut l'illusionniste et démystificateur James Randi. Pendant des décennies, il a démontré, par l'expérimentation et l'analyse, que les succès de Nostradamus reposent sur une série de biais cognitifs et de manipulations textuelles. Il a mis en lumière le mécanisme principal à l'œuvre, la postdiction. C'est le fait d'ajuster, après qu'un événement a eu lieu, une prophétie vague à cet événement. C'est un exercice de rétro-ingénierie intellectuelle. On ne part pas du texte pour deviner l'avenir, on part de l'événement pour trouver un texte qui pourrait, avec un peu d'imagination, y correspondre. C'est la raison pour laquelle personne n'a jamais utilisé un quatrain pour prédire un événement précis à l'avance. Les prophéties de Nostradamus fonctionnent toujours à merveille. Au passé, les sceptiques ont également souligné le rôle des erreurs de traduction, des citations tronquées et des éditions falsifiées. De nombreux quatrains célèbres, comme ceux prétendument sur Hitler ou les attentats du 11 septembre, sont souvent le résultat de traductions forcées ou de contresens délibérés. Le fameux hystère n'a rien à voir avec Hitler, et le quatrain sur la Cité Neuve ne mentionne ni tour ni avion. C'est l'imagination fertile des interprètes qui comble les vides et crée les liens. Le cerveau humain est une machine à chercher des schémas et des connexions. Il déteste le hasard et le chaos. Face à un texte ambigu et à un événement traumatisant, il va spontanément essayer de les relier, créant une illusion de causalité là où il n'y a que coïncidence. D'un autre côté, une nouvelle génération de décrypteurs est apparue, utilisant les ordinateurs non pas pour démystifier, mais pour trouver des codes cachés encore plus complexes. Inspirés par le succès controversé du Code de la Bible, ils cherchent des messages secrets dans les centuries, en utilisant des algorithmes, des séquences de lettres équidistantes, des anagrammes complexes. Ils affirment y trouver des prédictions sur des événements récents, des noms de personnalités politiques actuelles. Mais ces méthodes sont largement discréditées par la communauté scientifique. Les statisticiens ont prouvé qu'en cherchant suffisamment longtemps dans n'importe quel texte assez long, comme Moby Dick ou même l'annuaire téléphonique, on peut trouver des messages similaires. Ce n'est pas de la prophétie, c'est du bruit statistique. La bataille pour l'héritage de Nostradamus est en réalité le reflet d'un débat bien plus ancien et plus profond. Celui qui oppose la foi et la raison, le désir de merveilleuse et l'analyse critique. D'un côté, il y a ceux qui ont besoin de croire que le monde a un sens, que l'histoire suit un plan, que rien n'arrive par hasard. Pour eux, Nostradamus est la preuve réconfortante que même les pires catastrophes font partie d'un ordre supérieur. De l'autre côté, il y a ceux qui pensent que l'histoire est une succession de contingences, de hasards et de décisions humaines, et que chercher un plan divin dans les vers d'un poète du XVIe siècle est une illusion dangereuse, une abdication de notre libre arbitre et de notre responsabilité. Cette confrontation intellectuelle est fascinante. Elle montre que, 5 siècles après sa mort, Nostradamus continue de nous interroger sur notre rapport au savoir, à la croyance et à l'incertitude. Son œuvre est devenue un miroir de nos propres divisions intellectuelles. Le génie de Nostradamus, qu'il soit conscient ou non, a été de créer un texte qui peut supporter toutes les interprétations, des plus littérales aux plus symboliques, des plus crédules aux plus critiques. Il a écrit une œuvre qui n'est ni vraie, ni fausse, mais qui est un catalyseur permanent de questionnement. Les historiens, quant à eux, ont largement abandonné la question de savoir s'il était un vrai prophète pour se concentrer sur une question bien plus intéressante.
Pourquoi tant de gens, à tant d'époques différentes, ont-ils eu besoin de croire en lui? Ils étudient Nostradamus non pas comme un phénomène surnaturel, mais comme un phénomène culturel et social. Ils analysent comment le mythe s'est construit, comment il a été utilisé et réinterprété au fil des siècles. Pour eux, l'important n'est pas ce que Nostradamus a vu, mais ce que son succès révèle sur les sociétés qui l'ont lu. Il est un sismographe de l'angoisse humaine. Ainsi, le duel entre les décrypteurs et les sceptiques se poursuit. Mais il est probable qu'il n'y aura jamais de vainqueur, car on ne peut pas prouver l'inexistence d'un don de voyance, pas plus qu'on ne peut prouver son existence de manière irréfutable. La foi en Nostradamus n'est pas une question de preuve, mais une question de besoin. Tant qu'il y aura de l'incertitude, de la peur et de la souffrance dans le monde, il y aura des gens pour chercher des réponses dans les pages des centuries. La science peut démystifier le texte, mais elle ne peut pas éradiquer le besoin humain de croire en quelque chose qui le dépasse. Alors, après ce long voyage de près de 500 ans, que reste-t-il ? Que reste-t-il de Michel de Nostredame, le médecin de Salon de Provence, un prophète divinement inspiré, un érudit génial qui a compris les cycles de l'histoire, un poète mystique, un charlatan talentueux, ou peut-être tout cela à la fois ? La question ultime n'est peut-être pas de savoir qui il était, mais pourquoi, malgré toutes les démystifications, son mythe est plus vivant que jamais. Pourquoi cette œuvre, obscure, fragmentaire et souvent contradictoire, continue-t-elle de fasciner notre monde hyper rationnel et technologique ? La réponse est peut-être que le véritable génie de Nostradamus ne résidait pas dans un don surnaturel de voyance, mais dans une compréhension intuitive et prodigieuse de l'âme humaine. Il n'a pas créé un livre de prédictions, il a forgé un miroir poétique parfait. Un miroir si vaste et si profond que chaque époque de l'histoire de l'humanité a pu, en s'y penchant, y voir le reflet de ses propres peurs, de ses propres espoirs et de ses propres obsessions. Les hommes du XVIe siècle y voyaient la terreur des guerres de religion. Les révolutionnaires de 1789 y voyaient la chute de la monarchie. Les soldats de Napoléon y voyaient la gloire de leur empereur. Les propagandistes du XXe siècle y voyaient l'avènement de leur dictateur et la justification de leur guerre. Et nous, aujourd'hui, nous y voyons la menace du terrorisme, des pandémies ou du chaos climatique. Les prophéties ne nous disent rien sur ce qui va arriver. Elles nous disent tout sur ce que nous craignons ici et maintenant. Nostradamus a créé l'outil ultime d'auto-analyse de l'inconscient collectif. Sa force ne réside pas dans sa clarté, mais dans son opacité. C'est parce que ses vers sont obscurs qu'ils sont immortels. C'est parce qu'ils sont vagues qu'ils peuvent tout signifier. Il a offert à l'humanité un texte à remplir, une toile vierge sur laquelle chaque génération peut peindre le portrait de ses propres angoisses. Il nous a donné non pas une carte de l'avenir, mais un miroir de nous-mêmes. Toutes les tentatives d'utiliser ces vers pour prédire l'avenir ou pour justifier des actions politiques ont mené inévitablement à l'auto-illusion, à la manipulation et souvent à la violence. Le livre, entre les mains des puissants, est devenu une arme. Entre les mains des crédules, il est devenu une source d'angoisse ou de faux espoirs. Mais le livre lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement là, comme une énigme permanente posée à notre intelligence et à notre crédulité. Il nous rappelle que notre soif de certitude est infinie, surtout face à l'incertitude terrifiante de l'avenir. Alors, génie, visionnaire ou grand imposteur, la question reste ouverte et c'est peut-être là que réside le secret de sa pérennité. En ne donnant jamais de réponse claire, il nous oblige à choisir notre propre camp, à décider de ce que nous voulons croire. Il nous renvoie à notre propre liberté et à notre propre responsabilité. Croire que tout est écrit, c'est se décharger du poids de nos choix. Accepter que rien n'est écrit, c'est assumer la charge vertigineuse de devoir construire notre propre avenir. Nostradamus est le carrefour de ces deux chemins. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle de notre relation complexe avec le temps, le destin et le savoir. Elle nous enseigne que la peur est le plus grand moteur de l'histoire et que la promesse de dévoiler l'avenir sera toujours le plus puissant des pouvoirs. Tant que l'humanité aura peur de demain, elle aura besoin de ses prophètes.
Tant que le chaos du monde nous semblera insupportable, nous chercherons des signes, des codes, des plans cachés. La légende de Nostradamus n'est ni scellée dans un livre ancien, ni cachée dans un tombeau. Elle est bien plus proche de nous. Elle vit à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans cette part d'ombre qui refuse de se satisfaire de la simple et froide lumière de la raison. Le plus grand mystère de Nostradamus, ce n'est pas ce qu'il a vu dans l'avenir, c'est ce qu'il continue de révéler sur nous-mêmes.